Salut la Dream Team! Aujourd'hui on se retrouve pour une analyse critique sur Babies in Toyland. Ce film est sorti pour la période des fêtes aux États-Unis en 1963 et Babies in Toyland est considéré comme étant la première comédie musicale produite par les studios Walt Disney avec aucune partie animée. Parmi les Disney préexistants, on y retrouve Mélodie du Sud, sorti en 1946. Qui aurait pu, lui, être considéré comme une comédie musicale. Cependant, il n'est pas considéré comme tel parce qu'il n'y a pas de danse et il aurait fallu des personnages réels pour pouvoir les effectuer. Il y a une chanson dans ce film, on voit l'oncle Rémus qui se promène en chantant la chanson qui est mondialement connue. Le problème, c'est que dans cette partie-là, l'oncle Rémus ne danse pas, il effectue juste une petite promenade, il n'y a pas de chorégraphie pour cette chanson. C'est pourquoi Babies in Toyland est considéré comme la première comédie musicale des studios Walt Disney, mais aussi comme étant l'ancêtre de Mary Poppins. Ce film n'a pas eu de VF et n'a pas été commercialisé en France, que ce soit sur cassette, VHS ou sur DVD. C'est pourquoi la plupart d'entre nous ne connaissions pas son existence avant sa parution sur la plateforme Disney+, où il est possible de le visionner en VOST-FR ou en VO. Pourtant, on peut quand même entendre quasiment l'intégralité de la bande sonore musicale de ce film dans la file d'attente du train Dumbo, donc Casey Junior, dans le parc de Disneyland Paris. Babies in Toyland est composé de deux parties. La première, dans le village de Lamerwa, on y retrouve Marie qui s'apprête à épouser Tom, qui se fait enlever par le méchant de l'histoire, Barnabé, au même titre que les moutons de Little Bo Peep. N'ayant plus de revenus financiers, Marie se voit contrainte d'épouser Barnabé, jusqu'à ce qu'une troupe arrive pour célébrer les noces. On vous laissera deviner qui fait partie de la troupe. Marie, Tom, Little Bo Peep et les autres enfants partent à la recherche des moutons dans la forêt de non-retour, suivis de près par le méchant Barnaby et ses acolytes. Ils seront amenés à découvrir Toyland ainsi que le fabricant de tous les jouets. Basé sur l'opérette de 1903 de Victor Herbert, le scénario a été complètement revisité puisque Marie s'en va avec son frère lorsqu'elle a appris que son bien-aimé Alan était mort. Autre variation, le fabricant de jouets est un méchant diabolique qui fabrique des objets dangereux en collaboration avec Barnabé. Ce qui n'est pas du tout le cas avec la version de Walt Disney, puisque dans celle-ci, le fabricant est limite vu comme étant le Père Noël et qu'il est très avenant envers les enfants, Marie et Tom. Les studios ont quand même décidé de garder les chansons originales tout en revisitant quelques paroles et le tempo de certaines chansons. On y retrouve donc Mother Goes Village and Lemonade, We Won't Be Happy Till We Get It, Just a Whisper Away, Castle in Spain, Nevermind, Bo Peep, I Can Do the Sum, Floretta, Forest of No Return, Go to Sleep, Toyland, Workshop Song, Just a Toy, March of the Toys et Tom and Mary. Petite nouveauté à noter, nous avons la chanson Slowly He Sank to the Bottom of the Sea qui est interprétée par le binôme Henry Calvin et Jen Sheldon. Ce film est à lui seul une expérimentation de tout ce qu'on pouvait faire à l'époque en termes d'effets spéciaux. Lors de l'introduction du film, on assiste à un personnage qui saute par-dessus une bougie qui fait 2 voire 3 fois sa taille et qui ne cesse de grandir après chaque saut. Un énorme cochon tirelire tel un Jedi émet des rayons laser en forme de dollars. Mais les deux séquences les plus incroyables en termes d'effets spéciaux sont les deux que je vais vous citer maintenant. La première, c'est celle avec la chanson I Can Do the Sum où Marie va se regarder dans le miroir et on va avoir un jeu de duplication d'elle-même avec des couleurs saturées. Alors on se retrouve un peu dans le même principe que celui qu'avait fait Georges Méliès en termes de duplication, puisque on voit bien que ça a été fait en noir et blanc et que les couleurs ont été rajoutées par-dessus, donc j'imagine que le procédé est un peu équivalent. Mais c'est formidable, on a l'impression d'assister à une œuvre florale, à quelque chose
de merveilleux et c'est vraiment très pictural. C'est un passage qui ressort par rapport aux autres du film. Et donc tout ce passage vraiment de couleurs saturées est mélangé avec des effets de calcul mentaux un peu style dessin animé. C'est très joli à voir et très novateur. Sous l'ère musicale de The March of the Toys, on a quelque chose d'incroyable puisqu'on assiste à une parade Disney. Comment vous dire? On a un défilé de soldats mais miniatures, de petits jouets qui vont passer sous nos yeux mais de façon à peu près naturelle. Tous ces objets prennent vie sous le commandement de Tom qui chevauche un cheval de bois. C'est incroyable, cette séquence est sans doute la plus magique à voir en termes d'effets spéciaux de tous les films Disney confondus. On se retrouve un peu dans l'apprenti sorcière avec tous ces objets qui reprennent vie. Mais cette fois-ci, ça, comment dire, il y a un charme qu'il n'y a pas justement dans l'apprenti sorcière puisque ce sont des jouets, des vrais jouets avec des petits confettis. Tout a été reproduit de façon à ce qu'on assiste à un environnement miniature mais qui prend vie sous nos yeux comme ça. Et on a l'impression vraiment de voir défiler devant nous un char Disney, une parade Disney. Et c'est l'élément le plus novateur en termes d'effets spéciaux. Donc voilà, si vraiment vous n'aimez pas le film, que vous n'adhérez pas aux comédies musicales, nous vous mettons le lien de ce passage dans la description. C'est à voir pour tout fan Disney qui se respecte. On se retrouve immergé dans cet univers féerique, basé sur un montage image par image qui n'aurait pas été aussi bluffant sans l'intervention de Ward Kimball, qui est un des superviseurs FX et aussi un grand collectionneur de jouets. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'un montage image par image, c'est généralement le moyen le plus employé lorsque l'on fait des films en pâte à modeler, comme L'étrange Noël de Monsieur Jack. Il est à peu près tourné sur le même principe. En gros, on va avoir par exemple Monsieur Jack qui va lever la main, ensuite on va lui faire baisser la main de moitié et puis on va lui faire baisser la main totalement. On aura pris du coup les photos de ces 3 étapes. On va les faire succéder très rapidement et bien sûr il n'y a pas que 3 photos pour un tel visuel et on obtient l'illusion du mouvement. Ce qui est beau dans ce film, c'est qu'en préambule nous avons la mère roi qui s'adresse directement à nous et qui nous dit bienvenue dans Babies in Toyland. Aujourd'hui Marie va bientôt épouser Tom et le village est en fête. Et c'est à partir de ce moment-là que le rideau s'ouvre, qu'on voit du coup la scène et les danseurs qui s'animent, qui chantent, qui dansent. Et les personnages principaux nous sont présentés à tour de rôle. Ce qui est merveilleux dans ce film, c'est que non seulement on nous invite à rentrer dans la fiction, mais qu'en plus on nous dise bah voilà, vous allez clairement assister à une opérette. On est sur scène, on a des danseurs, c'est une retransmission, mais en direct avec une totale immersion. Et je trouve ça génial. C'est un peu comme dans La prisonnière du désert, on va franchir ce simple écart entre le spectateur et la fiction, puisque dans La prisonnière du désert, la scène d'introduction, vous franchissez la porte et vous vous retrouvez dans un univers complètement différent auquel on adhère ou on n'adhère pas, mais en tout cas, on vous y a invité. Vous retrouvez ce principe aussi un peu comme dans Star Wars, mais de façon un peu moins subtile, puisque d'entrée de jeu, on vous met dans l'espace avec un pavé de texte qui vous dit, voilà, le contexte c'est ça, c'est pas Marie qui va se marier, bien sûr, avec Tom, mais on vous dit ce qui va se passer et dans quel endroit et dans quel univers, après, à vous ou non, d'assister à la suite du film. On vous replace le contexte, mais on vous y invite. C'est-à-dire que, contrairement un peu à Star Wars que je viens de vous citer précédemment, c'est que vous êtes là. On est conscient que vous êtes là. On vous prend en considération. On vous prend en considération. Et bien sûr, on vous avertit sur ce qui va se passer. Un univers en carton, des personnages sans profondeur et des costumes excentriques. Oui, c'est vrai, mais ça fait partie de l'opérette originale. Ensuite, c'est un peu le pays des jouets qui nous est présenté. Donc n'oublions pas que c'est un royaume d'artifice aux couleurs riches et chatoyantes. Et que contrairement à Mary Poppins, qui du coup va être son successeur en termes de comédie musicale, ce n'est pas vraiment une fiction qui vous est racontée, c'est vraiment une opérette. C'est pas une histoire qui ressemble plus ou moins à ce qui pourrait se produire dans la réalité. Et encore, Mary Poppins, c'est quelque chose qui ne pourrait pas se produire en vrai. Mais on est vraiment sur quelque chose d'artificiel par rapport à Mary Poppins.
on a cet aspect vraiment en carton. Cette opérette a déjà été adaptée au cinéma en 1934 par Hal Roach sous le nom d'Un jour une bergère, avec à l'affiche Laurel et Hardy. Du coup, Walt Disney décide d'en faire autant en employant à son tour un casting de renom pour son adaptation. On y compte donc Annette Funicello, la star du Mickey Mouse Club, ainsi que Henry Calvin, donc le sergent Garcia dans la série Zorro, et Jen Sheldon, qui était Bernardo, lui aussi joué dans du coup la série de Zorro. Les critiques américaines ne se sont pas privées pour cracher sur le film parce qu'ils lui ont reproché d'être trop niais avec cet univers en fait un peu tout en carton. Ils ont pensé que c'était un film réservé aux enfants. Voilà, qui ne pouvait faire rire uniquement les enfants. Mais en fait, le gros problème n'est pas tant le film, puisque, ironie du sort, quand le film est sorti, et bien suite à ça, chaque Noël, à la télé, vous aviez Babies in Toyland. C'était un rituel, voilà, aux États-Unis. Donc ce film n'a pas eu de succès auprès de la critique, mais par contre, les Américains, chaque Noël, le regardaient à la télévision. Donc ça a encouragé Walt Disney à continuer dans les comédies musicales, même si au début c'était un peu mal parti. Ce film n'a pas été bien perçu par les critiques, c'est peut-être parce que le réalisateur, donc Jake Donahue connu, désolé pour l'accent, mais ce réalisateur-là est connu pour avoir été danseur, chorégraphe, et il est aussi surtout réputé pour avoir réalisé certains films pour la MGM ou la Warner, et donc il n'avait pas du tout l'habitude de travailler pour Walt Disney. Et puis ce film a eu une grosse campagne publicitaire. On vous mettra un lien où on voit Walt Disney qui présente donc Babies in Toyland en avant-première en passant par les coulisses. Nous vous mettrons donc ça dans la description. Ce qui fait aussi l'échec entre guillemets de ce film, c'est que celui-ci est sorti après un film qui a rapporté énormément d'argent et qui a coûté très peu à la production de Walt Disney et qui se nomme Kelvitchian. Donc voilà, ce film-là a eu un énorme succès, c'est un peu comme Le Roi Lion. Il a coûté très peu cher et pourtant il a fait un box-office qui a battu quand même pas mal de records, qui est incroyable. Et le fait que le film de l'année suivante soit Babies in Toyland a un peu frustré peut-être les journalistes de l'époque. Surtout qu'on y avait mis plus de budget, ça les a frustrés par rapport à ça pour voir des décors en carton. Voilà, en fait c'était des décors en carton qui ont demandé énormément de travail, énormément d'investissement. Payer une troupe de danseurs, c'est aussi quelque chose qui coûte très cher. Voilà, c'est un film qui a coûté énormément. Ce film a été reconsidéré puisqu'aux États-Unis, lors de la période de Noël, on peut retrouver dans la parade la marche des soldats, qui est exactement la même que dans le film. Et puis vous avez la même musique qui les accompagne lors du défilé. Finalement, ce film n'est donc pas totalement un échec, puisque, comme on vous l'a dit, il a eu un succès qui s'est développé au fur et à mesure des années. Et c'est pour ça que Walt Disney a continué à faire des comédies musicales en faisant notamment Mary Poppins, qui, là, n'a pas du tout été vue de la même manière que Babies in Toyland. Il a quand même reçu 2 Oscars, meilleure musique pour George Bruns et meilleur costume pour Bill Thomas. Donc notre avis sur ce film, j'ai trouvé que Babies in Toyland était vraiment un incontournable de toutes les productions signées Disney. Je trouve que c'est aussi un dessin animé qui est avant-garde et qui ne ressemble à aucun autre, de par son décor très atypique, très coloré. Et puis on a aussi cet univers de comédie musicale qui est propre vraiment à l'opérette. Ils ont essayé de respecter un peu les règles qu'on trouvait dans les opérettes. On n'est vraiment pas basé sur de la fiction pure, et puis ça se voit de par les costumes, de par l'environnement. Vous serez d'accord avec moi que les troncs d'arbres qu'on voit s'animer dans la forêt de non-retour sont loin d'être les mêmes que ceux que l'on peut retrouver dans Le Seigneur des Anneaux, parce que on n'est pas dans un film vraiment dit de fiction, on est sur une représentation d'une opérette. Ce film dégage vraiment un charme unique et je le reverrai avec grand plaisir. Si on devait vraiment mettre un point négatif, ce serait les chansons qui durent beaucoup trop longtemps, un peu comme dans My Fair Lady avec Audrey Hepburn.
c'est beaucoup trop long. Je repense à Castle in Spain où on a tout un passage qui est consacré à une gag avec Bernaby et ça c'est vraiment beaucoup trop lourd et beaucoup trop long. Donc ce qui fait que le film pêche un peu là-dessus en termes de rythmique. Et puis je supprimerai forcément une chanson qui est Just a Toy puisque aujourd'hui, voilà, quand on ne peut plus dire que la femme est faite pour n'être que ça, quoi. Ça me pose un peu souci. Après, bon, bah, on peut lui pardonner ça puisqu'il a été fait dans une autre époque. C'est comme Peter Pan. Pour moi, c'est un dessin animé qui contient des propos vraiment très sexistes, mais c'est pas pour autant qu'on doit interdire à la diffusion ce film, il a une histoire qui relève de quelque chose de beaucoup plus profond que ça va au-delà qu'un propos sexiste. Parce que non, messieurs, la femme n'est pas faite que pour faire de la couture ou pour se taire, comme dirait Peter Pan. Elle est faite pour pas mal de choses. Nous sommes vraiment à l'égal de l'homme. Et voilà, quoi. Mais après, la vision de l'époque, encore une fois, était différente de celle d'aujourd'hui. Et heureusement, d'ailleurs, qu'aujourd'hui, ce n'est plus la même chose. Mais ce n'est pas pour autant qu'il faut boycotter ce film qui est juste une pépite du cinéma et que si on supprime ça, tout le reste est vraiment extraordinaire. Cette vidéo touche à sa fin, on espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à liker et à vous abonner sur notre chaîne, à cliquer sur la cloche des notifications, puisque pas mal de vidéos sont à venir et elles vont sortir à peu près toutes en même temps. La prochaine analyse critique portera sur Saludos Amigos. Voilà, elle est disponible sur Disney+, donc si vous voulez aller le voir, vous pouvez utiliser cette plateforme. Pour la période de décembre, vous pourrez retrouver des vlogs sur nos décos de Noël. On va installer avec vous nos décorations de Noël. Enfin, ce sera surtout pour ma part. Et puis si ça marche bien, on le fera aussi pour Thomas. Mais vous aurez le droit donc à des vlogs de déco en lien avec Disney, avec des tutos, des DIY. Vous verrez, ça va être assez varié. Et puis, comme on vous l'a dit donc dans notre vidéo précédente, il va y avoir un haul spécial Noël avec des décos de Disneyland Paris et aussi des trouvailles qu'on vous racontera par la suite. En attendant, on espère que tout se passe bien pendant ce deuxième confinement. Prenez soin de vous et de vos proches. Et puis continuez de travailler malgré la distance. Je sais que c'est dur, mais il faut tenir bon, il faut rester motivé, s'habiller, se laver. Ça fait toujours du bien et pour nous et pour les autres, même s'ils ne sont pas là physiquement. Vous les voyez quand même virtuellement. Donc voilà, n'arrêtez pas de vivre parce qu'on se reconfine. On espère vraiment vous retrouver en pleine forme sur Instagram, car on y poste toujours des photos régulièrement en lien avec Disney, plus particulièrement avec Disneyland Paris. Et puis on vous tient au courant de toutes nos sorties de vidéos, donc c'est complémentaire par rapport au fait de vous abonner avec la cloche des notifications. Sur ce, on se dit à très vite pour de nouvelles aventures. Ciao.